et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour la deuxième émission de la saison dédiée à l'Eurocup pour le Paris Basketball. Et après la preview, on va désormais décortiquer les premiers pas du Paris Basketball dans la compétition européenne cette saison. Et pour ce faire, Corentin Rodriguez est évidemment en ma compagnie. Salut Corentin. Salut Lilian, salut à tous. Alors Corentin, comment tu vis ce début de saison en Europe, que ce soit en Euroleague et en Eurocup ou bien même en BCL? Qu'est-ce que tu retiens de ces premières semaines? Très plaisant. Très honnêtement, je me régale. J'adore le jeu proposé et j'ai vraiment hâte de voir Paris se frotter à certaines équipes du groupe. C'est très plaisant à voir et puis ça nous laisse un peu rêveurs de pouvoir voir pourquoi pas notre équipe se hisser au sommet de la deuxième compétition européenne. Et oui, parce que Paris Basketball a très bien débuté cette campagne 2023-2024 d'Eurocup. On va en discuter dans les prochaines minutes. Petit récapitulatif du format. On a un petit peu gardé la même structure que la saison dernière pour les auditeurs fidèles qui nous suivaient déjà. On va d'abord effectuer un bilan des 3 matchs disputés par le Paris Basketball contre Wolves Vilnius, Venise et donc Hambourg. Ensuite, on prendra un petit sujet en particulier sur lequel on va se pencher un peu plus précisément. Pour cet épisode, ce sera la domination physique du Paris Basketball et on va se demander si elle est plus importante en Eurocup qu'elle ne l'est en championnat de France par exemple. Et puis pour finir, on parlera évidemment du calendrier à venir pour les Parisiens en Eurocup. Mais donc tout d'abord, revenons sur les très bons débuts du Paris Basketball dans la compétition européenne. 3 matchs, 3 victoires, dont 2 écrasantes contre Wolves donc et Hambourg. Alors, on va d'abord un peu donner les points positifs et les points négatifs pour Paris sur ces 3 premiers matchs. Évidemment, vous vous en doutez, il y a énormément de points positifs pour ce début de saison. Et notamment, Corentin, je vais te lancer là-dessus. C'est que, à la fois, l'attaque parisienne, mais également la défense sont très bien en place pour Paris sur ce début d'Eurocup. Ouais, le jeu est super attrayant, hein. Il y a une cohérence entre attaque et défense et l'une alimente l'autre et c'est vraiment très intéressant. Je m'explique, je trouve que outre l'impression visuelle, avec un jeu fort plaisant à voir, etc., on sent que derrière il y a des principes de coaching qui sont euh, sus, maîtrisés et communiqués entre les joueurs. Alors bon, ça peut s'expliquer notamment par le fait que on a cet héritage entre les joueurs et leurs coachs qui sont venus en nombre de bonnes. Par contre, on voit également qu'il y a l'envie de bien vouloir s'impliquer pour les nouveaux joueurs de Paris et, et de bien figurer autour de cette structure déjà cohérente. Donc c'est simple, je me suis fait une réflexion contre Venise et ça a été renforcé avec Hambourg de me dire mais en fait j'ai l'impression que sur les postes 3, 4, 5, il n'y a pas de titulaire, il n'y a pas de remplaçant. En fait, on voit pas vraiment. Tu mets un mec, il remplace parfaitement un autre et ils mettent de l'intensité, ils envoient du bois et quelque part tu te dis bah au final c'est très cohérent et sky is the limit pour reprendre certaines une citation anglophone puisque tu te dis si on est déjà en place et correctement en place à ce moment de la saison, eh bien on peut envisager le reste sous des meilleurs auspices. Ouais, c'est vrai que c'est là où l'historique collectif de cette équipe parisienne, comme tu disais, avec les nombreux joueurs en provenance de Beaune, bah, on le voit déjà à l'œuvre sur le début de saison. C'est ce qu'on mentionnait notamment dans les débriefs des matchs de championnat. Mais c'est vrai qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est cette identité parisienne qui se conserve, alors qu'en plus, c'était un petit peu cette période d'Eurocup, ce début d'Eurocup en tout cas, ça a coïncidé également avec les petits déboires de Paris en championnat. C'est intervenu, Paris s'était imposé contre Vilnius lors de la première journée, mais ensuite avait chuté à Nancy. Après le match de Venise, qui avait été un petit peu compliqué, on y reviendra certainement dessus. Paris avait ensuite perdu à la maison contre le Portel. Donc et ensuite également en Coupe de France contre Lille, qui était un match un petit peu particulier du fait que Paris n'avait emmené que très peu de joueurs professionnels. Mais voilà, Paris, malgré certaines difficultés qui se sont affichées en championnat, a su garder son identité en Eurocup et même plus que cela, a vraiment dominé ses adversaires. Donc c'est ça qui était aussi positif malgré ces quelques déconvenues en championnat. Paris a su garder le cap en Eurocup. Très clairement, un cap marqué par, je trouve, des performances, individuelles cohérentes avec, une logique collective, qui est de tout donner, en défense pour alimenter son attaque. Je m'explique, je trouve que alors
On a, TJ Shorts qui fait partie du top 3 à l'Eval, je crois, de l'Eurocup. C'est super intéressant dans la mesure où, je trouve qu'en attaque, il fait énormément de bons choix. Son rapport passe décisif, perte de balle est juste impressionnant pour, un nombre de balles jouées qui est gigantesque. Et ça varie énormément les shoots. Alors lui donne l'impulsion sur le point of attack, mais derrière, on a également, des joueurs qui sont au diapason. Je suis très impressionné par nos amis, Kessens, Malcolm, j'aime beaucoup. Alors dans un autre registre, Jantunen ou Herrera qui savent varier leurs tirs, prendre à 3 ce qu'ils ont à 3, mais sinon aller, essayer avec des backdoors, avec des coupes, ligne de fond, marquer des paniers que certaines équipes s'interdisent concrètement. Donc c'est très intéressant. Et puis bon, on va pas se mentir, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que tu aies une équipe qui presse énormément. C'est quelque chose qu'on retrouve plus trop dans le basket moderne, puisqu'il te faut, un 5 très athlétique, pour avoir une défense très agressive. Mais il y a énormément de je dirais de presse tout terrain, chose qu'on voyait beaucoup moins et surtout, les mecs, essayent à chaque fois remettre un coup d'intensité égal, sinon supérieur et ça, c'est incroyable parce qu'on se dit, en fait, est-ce qu'il y a vraiment des role players? Bah, pas tellement. Il y a vraiment de la responsabilisation et c'est juste kiffant à voir. Ouais, c'est vrai que tu parlais de tu montrais, tu parlais de DJ Short qui perdait très peu de ballons et ça illustre même c'est vraiment le chef d'orchestre de l'équipe et même pour toute l'équipe après qui ne perd que très peu de ballons, Paris est celle qui perd pour sur ce début de campagne de Eurocup en tout cas, l'équipe qui perd le moins de ballons et de très loin seulement 7. La deuxième équipe qui perd le moins de ballons est à 11. Donc c'est dire l'application avec laquelle l'équipe de Tuomas Cisalo prend soin du ballon et sur le début de la campagne, c'est Paris est l'équipe la deuxième équipe qui marque le plus de points avec 97 et au global, c'est l'équipe qui a la meilleure évaluation avec 120. Donc ça illustre vraiment les statistiques, en tout cas collectives, illustrent les très bons débuts de Paris dans la compétition. Et c'est vrai que tu le mentionnais, mais il y a des joueurs, on avait déjà pu le constater l'an dernier, que l'Eurocup était une bonne manière pour certains joueurs qui ont peut-être un petit peu moins de temps de jeu en championnat de France de s'exprimer sur l'échelon européen. C'est vrai que tu parlais, ouais, c'est vrai que Paris a de nombreux joueurs qu'on qualifie de role players, mais en fait, ce seraient des joueurs qui seraient titulaires dans certaines autres équipes, mais qui ont pu se mettre en avant. Yann et Malcolm ont fait un très bon match contre Hambourg. Banjassi avait fait un très bon début de match contre Venise. Donc voilà, les menaces peuvent venir de partout. Et en même temps, les leaders, comme tu le disais, comme TJ Short répondent présent, Nadir Rifi également, le match contre Venise, c'est les deux là qui mettent les tirs à la fin pour finalement sécuriser la victoire. Donc c'est plutôt intéressant ce partage du ballon entre eux, les leaders qui peuvent conclure les fins de match quand c'est un petit peu serré, et en même temps ces role players qui peuvent apporter leur contribution sur un match pour un petit peu laisser justement les leaders au repos sur les matchs un petit peu plus faciles entre guillemets. Exactement, exactement et puis il y a aussi un truc à mentionner, c'est, que Paris marque énormément sur, des paniers de seconde chance, alors que les équipes d'en face peuvent pas forcément se le permettre. Si on prend le match contre Venise, ils ont fait énormément de paniers en transition, de paniers sur perte de balle et ça s'est soldé par beaucoup de points, enfin beaucoup de paniers à 2 points comme ça et ça, c'est, le symbole d'une équipe, qui est cohérente et qui surtout, vit bien ensemble. C'est-à-dire que, chacun connaît ses responsabilités et dès qu'il y a une perte de balle de l'autre équipe, ça fuse, quoi. On s'ennuie vraiment pas en regardant Paris. Et je pense que ça peut tout de suite faire une bonne transition pour notre sujet un petit peu focus du jour sur le fait que est-ce que la domination physique de Paris est encore plus importante en Eurocup qu'elle ne l'est en Betclic Elite parce qu'on ne manque pas de souligner depuis le début de la saison que Paris impressionne par son intensité sur 40 minutes. Mais en Eurocup, ça semble encore plus faire de dégâts. On a notamment l'illustration lors du premier match contre Vilnius qui avait totalement plongé en seconde période, ou encore contre Hambourg, où de la cinquième minute à la mi-temps, Paris a complètement étouffé les Allemands de par son intensité défensive. Est-ce que, Corentin, tu penses que c'est un petit peu hâtif de penser cela, que Paris va davantage dominer physiquement en Europe qu'en Betclic Elite, ou c'est quelque chose qui peut se confirmer dans la durée par rapport au profil des autres équipes du groupe de Paris? Alors c'est un point super intéressant.
Je vais le diviser, en 2 explications. La première, c'est, je dirais pas physique à proprement parler, pour être plus prosaïque, je dirais même que c'est, davantage d'intensité et un côté athlétique énorme. Intensité parce qu'il y a une énorme volonté de jouer en presse tout terrain ou presse demi-terrain super agressive, avec, des compensations, l'aide qui arrive, assez rapidement. La première aide est claire et franche et du coup, bah, les joueurs arrivent à s'adapter. Ensuite, on a aussi ce côté athlétique qui est pas forcément la détente ou les énormes contres, mais c'est surtout la longueur de bras quoi, des gars qui savent, s'envoyer des missions sur les types, couper les lignes de passe et surtout, bah, jouer de leur envergure pour repartir de l'avant. Des Ward, des Malcolm, Kessens, je mettrais dans le même panier notre ami, comment il s'appelle, Banjassi. Bah, c'est compliqué, hein, c'est compliqué en défense, hein, parce que tu dois manœuvrer tout autour de ces baobabs de bras parce que t'en as de partout. Je me mets à la place des meneurs adverses, ça doit pas être facile. Et je me mets encore plus à la place de notre ami De Nicolao, qui est un joueur super intéressant, qui a pris le bouillon, les joueurs de Venise. Hem et ça m'amène sur mon deuxième point, qui est que, certains pourraient se dire: «Ah, attends, ils font énormément de dégâts avec cette intensité physique et cetera» et on en a parlé en off. Il y a aussi le fait que dès que l'intensité baisse, on peut apercevoir les premières limites de l'équipe. Oui, parce qu'en Eurocup, tu as des équipes qui, lorsqu'elles peuvent poser le jeu et leur intensité physique, leur système de jeu, leur permettent de marquer des points à l'intérieur. On l'a vu avec Venise au 3e quart-temps notamment. Mais je trouve que, Paris, gère très bien, ces moments-là parce que même si à un moment, tu vas avoir Venise, tu vas avoir, des équipes comme, on va voir avec Badalone, on va voir avec le Beşiktaş qui vont réussir à poser leur jeu et calmer cette pression défensive de Paris pour prendre le jeu à leur compte, pilonner à l'intérieur, trouver les espaces pour shooter. Paris a quand même pas mal de joueurs interchangeables du poste 2 au poste 4 qui vont lui permettre de défendre, et de maintenir un peu cette pression pour aller chercher des paniers faciles derrière. Donc, très honnêtement, je pense que en Betclic Elite, le niveau athlétique est, souvent, heu, le niveau physique un cran au-dessus, de l'Eurocup parce que c'est un championnat qui est comme ça. Mais, en Eurocup, tu vas te retrouver avec, un niveau athlétique qui est un peu en dessous, mais un niveau stratégique et des systèmes, un scouting plus important qui font que même si les joueurs sont dans le premier quart-temps surpris par la rigueur, du pressing de Paris, vont essayer de se ressaisir et mettre dedans. Badalone est très comme ça. Le CD Vita, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer. Et puis, on a aussi des équipes qui physiquement peuvent leur répondre. La Poel Tel Aviv, attention, attention. Donc, pour conclure gentiment, je dirais que ça va se confirmer dans la durée, puisqu'il y a un plan de jeu clair derrière, mais les équipes d'en face vont s'adapter. Et à voir comment Paris arrive à appliquer d'autres principes de jeu lorsqu'ils se retrouvent à des équipes qui sont un cran ou deux crans au-dessus tactiquement et qui surtout arrivent à garder la tête froide sur le pressing. Voilà, ça a été un peu long, mais c'était important de l'expliquer. C'était très intéressant et ce sera à voir comment Paris va réussir, notamment quand le jeu sera un petit peu plus, comme tu disais, un peu plus lent, quand ça sera un petit peu plus stratégique, parce que là, Paris, c'est vrai, a fait de grosses perfs offensives, notamment grâce à sa défense, en grattant de nombreux ballons, en obtenant des points faciles, entre guillemets, qu'ils arrivaient à convertir directement. Chaque perte de balle adverse était directement convertie par des points, quasiment. Donc Bah, ce sera intéressant de voir face aux grosses équipes. je me permets de te couper, mais tu vois, ce que quand tu m'as dit ça, enfin à l'instant, les 2 dernières phrases que tu as dites, pardon, direct je pensais à Hambourg en fait. Hambourg, les gamins se sont fait mais manger quoi et tu voyais très clairement que, physiquement, les mecs, étaient pas prêts pour le contact et que c'est pas pour rien si tu vois juste 2 joueurs, moi je me souviens juste de 2 joueurs, Thuram, leur, 5 ricain je crois et Terrell Gomez, donc les 2 gars avec les plus grosses largeurs d'épaule qui au final ont joué pour eux mais derrière, ils ont pas réussi à développer de jeu, quoi. Et ça, c'est à mettre un énorme crédit au staff et qui a pu, je pense faire un vrai scouting et un vrai fond de jeu et des joueurs qui ont pas d'ego. J'ai l'impression qu'il y a pas d'ego dans cette équipe. Non, ça c'est sûr il y a absolument pas d'ego dans cette équipe, ou en tout cas, on ne le voit pas encore à l'œuvre. Mais c'est vrai que Paris a vraiment cet avantage, je trouve, face à des équipes qui n'ont pas ces meneurs ou ces arrières avec un
peu de jus pour casser les intervalles. Surtout quand tu places Paris, on ne le mentionne peut-être pas assez cette saison, et c'était une de nos craintes quand on faisait les previews, c'était que les autres équipes puissent exploiter les failles défensives de Paris sur les lignes arrières, notamment avec TJ Shorts et Nadir Rifi. Et le fait que Paris puisse, notamment face à des meneurs qui n'ont pas forcément les capacités de créer des différences, tu peux placer des Tyson Ward, des Colin Malcolm en mission sur les meneurs adverses. Et quand les équipes adverses n'ont pas cette capacité à faire la différence, et ben Paris les étouffe complètement. Et au final, pour l'instant, on a vu très peu d'équipes exploiter les limites défensives de TJ Shorts, de Nadir Rifi. Et peut-être que face à des plus grosses équipes, comme tu citais, la Poel Tel Aviv par exemple, ça se mettra peut-être plus en avant. Mais en tout cas, Paris, pour l'instant, on n'a pas encore vu véritablement les limites défensives de cette équipe. Et je rajouterai un autre point. C'est vrai que ce sera intéressant quand le jeu se ralentira, comment Paris arrivera à manœuvrer. On voit déjà sur certains matchs pas mal, un peu plus de post-up, notamment pour des Colin Malcolm, des Tyson Ward, des post-up pas forcément pour les jouer de manière individuelle, mais pour essayer de trouver des solutions sur le côté opposé, notamment la qualité du jeu de passe que peuvent avoir ces joueurs-là. Tous les joueurs de Paris sont capables de passer, même à Michael Kezens, même à Leon Kratzer, donc c'est ça qui est également très intéressant. Donc c'est à voir. Et une petite stat qu'on n'a pas forcément dit sur Paris, qui est une équipe qui fait énormément de presse tout-terrain, c'est l'Eurocup qui sortait cette stat-là. Paris en défense effectue 37% de presse tout-terrain. Et dans l'article, il disait que pour l'instant, en tout cas sur ce début d'exercice, c'est du jamais vu depuis l'histoire de la compétition. Donc à voir si ça se confirme. Et c'est également quelque chose qu'on peut mentionner. On n'a pas forcément de cité de points faibles pour Paris. En fait, les points faibles, c'est quand l'intensité, et on l'a vu par exemple contre Venise, diminuera. Est-ce que Paris sera en mesure de répondre par d'autres points, notamment sur du jeu placé? Exactement, exactement, parce que tu as des équipes qui, tu parlais des limitations physiques de Shorts ou Ifi et puis surtout ce qu'ils donnent en attaque et ce qu'ils pourront le donner aussi en défense, même si, même si tu peux avoir de la Bah pour l'instant, c'est le cas au niveau de l'intensité. Ils font les efforts. Alors des fois, ils font des erreurs parce que forcément, TJ Shorts, il fait 1m75. Donc des fois, il a vraiment des lacunes physiques. Mais en tout cas, ils font les efforts. Ils sont dans le système même à Nadirifi que franchement, je trouvais assez impressionnant défensivement. Après, ce sera vraiment, comme tu disais, stratégiquement, comment les équipes arriveront à les attaquer. Parce que pour l'instant, en fait, les autres équipes n'arrivent pas à les attaquer tout simplement. ouais, c'est ça, parce que tu vas avoir des Londres, de Beşiktaş qui vont avoir des arrières qui sont aussi rapides avec un premier pas super efficace, qui vont sûrement leur faire manger un peu en défense à ces mecs-là. Et de l'autre côté, tu vas avoir des équipes comme Badalone, comme le CD Vita. Je vois bien Pjanigiani jouer là-dessus avec, provoquer des mismatchs, des changements qui permettront à des mecs avec des largeurs d'épaule et de l'intelligence de jeu comme Poribas dans Andrew Andrews, des mecs comme ça, de pouvoir poster les arrières parisiens, soit pour orienter le jeu de l'autre côté, soit sinon pour se jouer le post-up et se gaufrer le panier. Donc il y a cette dynamique-là à gérer et je pense que le staff parisien l'a en tête. Ouais, mais je pense surtout ce qui ferait la différence pour les équipes adverses, c'est d'avoir ces arrières ailiers, parce que je pense que des Tyson Ward, Colin Malcolm seront toujours envoyés en mission, parce que pour l'instant, c'est ce qu'on voit en Betclic Elite, même face à des meneurs plutôt rapides, et ben on décide, enfin, Tuomas Cisalo reste sur cette idée de mettre par exemple Tyson Ward sur le meneur adverse, et pour l'instant, ça marche. Donc, il aurait tort de s'en priver. Je pense que vraiment, c'est les autres joueurs sur le parquet qui doivent arriver à comment dire à les petites différences que créeront les meneurs face à des Tyson Ward, et ben il faut que ce soit les autres joueurs qui arrivent à exploiter le temps de retard ensuite. Donc voilà, est-ce que tu as un autre mot à rajouter, Corentin, sur sur ce focus sur la domination physique de Paris, ou est-ce qu'on peut tout doucement glisser vers la fin de ce podcast? Ah, je pense qu'on peut glisser. Toi, tu avais une remarque intéressante et j'ai hâte que tu nous en fasses part. Ah non, évidemment, on termine sur ce qu'on a retenu pour l'instant de ces trois premiers matchs. Et ben moi, je vais mettre en avant, on n'en a pas forcément discuté, c'était le match contre Venise, le Amir Sims Game. C'est vrai que souvent pour ces dernières années, les anciens joueurs parisiens font plutôt des bons matchs contre le Paris Basketball. Là, c'était plutôt le cas pour Amir Sims qui a réalisé vraiment une performance assez XXL, 28 points, 5 sur 5 à 3 points, 10 rebonds, 4 passes pour 40 d'évaluation. Alors la défense, elle est toujours pas là pour Amir Sims. On comprend pourquoi il n'est pas resté dans le système de Thomas Cisalo, mais en tout cas offensivement, bah, il a fait un match exceptionnel. Moi, j'avais des impressions parfois de LeBron James.
il prenait la balle, il prenait son rebond, il partait en coast to coast et il concluait un peu comme un dragster. C'était difficile pour Paris d'arrêter ce genre de joueur, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant sa performance contre Paris lors de la deuxième journée d'Eurocup. Ouais, c'était difficile pour Paris de l'arrêter. Ils ont pris l'option de se dire, «Lui, bon, on laisse un peu, carte blanche, il va nous faire souffrir sur certaines actions, mais derrière, on muselle le reste» et c'était pas bête du tout. C'était pas bête du tout. On a vu qu'ils mettaient pas forcément leurs meilleurs défenseurs sur lui. Ils se sont dit: «Bon, le gars va essayer de faire un numéro». Dans le troisième quart-temps, je crois surtout, et le deuxième, Mm. il a été particulièrement bon, mais avec le recul, je me dis que quelque part, le coaching était bon de se dire: «Bon, on laisse Pépère, faire le chantier qu'il veut faire et on se focalise sur les autres» et ça a été très intelligent parce que lui a été très fort. Ça, faut le dire qu'il a été vraiment bon. Mais derrière, on va pas se mentir, j'ai trouvé Venise, bah, avec un gros manque de réaction par rapport, au pressing parisien. Les Spissou, les De Nicolao, des mecs comme ça qui ont du basket, quoi. Et bah, ils se sont retrouvés étouffés et ça m'a fait de la peine parce que c'est une équipe que j'apprécie, mais c'était super bien joué de la part de Paris. Et toi, Corentin, quel événement un petit peu tu as retenu de ces 3 premiers matchs, un fait de jeu, une ambiance particulière ou quelque chose sur le plan extra sportif? Alors moi, c'est du pur jeu là, ce que je vais vous confier. Certains, notamment Olivier et Mathieu savent, mon affection pour, le mid-range comme disent, nos amis anglophones, donc le tir mi-distance et je trouve que la gestion de TJ Short, est incroyable sur le mi-distance. Alors il les met pas tous, mais, je trouve qu'il en met une très grosse partie, des shoots, à mi-distance après écran ou, simplement une feinte de corps, une hésitation, boum, il se retrouve seul et il envoie et ça me fait très plaisir parce que je trouve que, ces dernières années en Europe, ça tendait à être, simplement, je dirais, limité à, des flotteurs, un peu, cata. Mais, TJ Short a une gestion du pick and roll qui lui permet, un peu à la manière d'un Costas Lucas ou d'un Chacho Rodriguez, de supporter le meneur adverse dans son dos qui essaie de récupérer la balle, s'il n'a pas changé et sinon d'aller soit poser un flotteur sur la tête du grand, soit un mid-range, jump shot pardon, à mi-distance solo et qui fait que ça rend, le jeu parisien encore plus diversifié. Ça complique la lecture, de la défense et puis surtout l'impression visuelle, elle régale. Parce que voir un petit meneur comme ça, super athlétique, boum, monter droit comme un i après la sortie d'écran, mais pour un puriste, c'est magnifique. Ouais, ça se voit dans les statistiques. TJ Short, quasiment 60% à 2 points en championnat de France, 55% en Eurocup. Mais pour un meneur d'1m75, c'est déjà une très bonne stat à 2 points. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas cette différenciation entre les tirs vraiment proches du panier et les longs 2 points. Mais c'est vrai que l'impression, en tout cas, qu'il dégage, c'est qu'à 2 points, enfin, en tout cas, sur les tirs à mi-distance, bah, il est tout simplement létal. Et c'est vrai qu'il a vraiment cette option en fonction de ce que va décider la défense, soit de se diriger vers le cercle, soit de prendre un tir à 2 points. Je trouve qu'en plus, des fois, il pourrait obtenir un petit peu plus de fautes tellement bah, ses défenseurs sont proches et quand il s'élève, il pourrait des fois avoir des coups de sifflet. Il n'en a pas encore forcément pour le moment, mais ça pourrait venir. Mais c'est vrai que c'est ce jeu à 2 points, on l'a pas forcément en Europe, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on voit de beaucoup en NBA, le fait d'avoir un joueur létal dans le jeu à mi-distance, c'est très comment dire très bénéfique pour les équipes dans les derniers tours des compétitions. Donc c'est vrai que pour l'instant TJ Sorts qui fait à la fois en championnat de France et en Eurocup, il a été élu MVP de la première journée d'Eurocup. Pour l'instant, il fait une saison d'MVP, on peut le dire, sur les deux échelons. S'il jouerait plus, parce que pour l'instant, en championnat, bon, il est contenté à 25 minutes. En Eurocup, c'est même un peu moins, tellement il a surfé sur les premières rencontres, donc il n'y avait pas forcément besoin de jouer plus. Mais c'est vrai que pour l'instant, TJ Sort est à un niveau MVP, bien suppléé par Nadir Rifi également. Et également, on peut peut-être le mentionner, et c'est ce qu'on n'a pas forcément mentionné dans cette intensité physique que Paris veut mettre en place, mais Paris a recruté Mendy Nguama pour la suite de la saison, et c'est aussi dans le but de conserver une intensité longue sur 40 minutes, avoir un renfort de plus sur les lignes arrière,
permettra cela. Mendy Ngoma qui avait fait une bonne première prestation en Eurocup contre Hambourg avec 7 points et 3 passes, il me semble. Donc voilà, c'était également à mentionner l'arrivée du néo-parisien. Un dernier mot à rajouter, Corentin, ou est-ce que je passe au calendrier avant de terminer ce première émission débrief de l'Eurocup? Filons au calendrier, j'ai hâte. Et oui, puisque bah, on enregistre le lundi 23 octobre et dès le lendemain, Paris se déplace contre Londres, un petit peu son pendant anglais sur la scène européenne. Donc ce La sera perfide Albion. voilà. Et bah, ce sera intéressant de voir, parce qu'en plus, Londres est également pour l'instant à 3 victoires et 0 défaites. Ensuite, il y aura 2 déplacements. Là, Paris, on va voir un petit peu si les tendances vont se confirmer, parce que les prochains matchs sont plutôt face à des très bons adversaires. Déplacement à Prométhée le mercredi 1er novembre. Il y aura également la réception de l'Hapoel Tel Aviv le mercredi 8 novembre. Donc on en saura vraiment plus sur le niveau de jeu affiché par Paris en Eurocup après ces 3 matchs face à bah, tout simplement des favoris du groupe. Londres qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau, avec un Matt Morgan également très bon. Le duel Matt Morgan-TJ Short sera vraiment à surveiller de près, je pense, ce mardi 24 octobre à Londres. Et puis réception de l'Hapoel Tel Aviv qui est très en forme malgré, on le sait, le contexte très compliqué en Israël. L'Hapoel Tel Aviv qui doit un petit peu séjourner dans différents pays d'Europe pour le moment. Donc voilà, on verra comment ça se passe. Bah Corentin, je te remercie d'avoir été en ma compagnie pour ce premier débrief de l'Eurocup. On vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux @ParisB-8 on air sur Twitter, Paris Ball on air sur Instagram. Également, suivez-nous sur les plateformes de podcast et de streaming. Et nous, on se dit à très vite avec Corentin. Bye bye. Ciao, ciao, merci encore.